assez costaud. Mais je sais pas après ce que je sais pas, vous défendriez, par exemple. Je sais que parmi vous, il y a il y a Jean-Max, je sais pas ce qu'il va défendre comme thèse, mais je sens, une thèse, radicale et originale. Je pense Claire que et t sans bavure. hein? J'ai pas entendu. Une thèse nette et sans. Ouais, une thèse nette et sans bavure, mais j'attends de voir, quelle sera cette thèse nette et sans bavure de Jean-Max. S'il en a une. Je sais pas si vous êtes d'accord en fait, le truc, je vous rappelle dans la disserte, il y a quand même un point qui est crucial, après du coup, je sais pas comment ça va se passer, hein, si pour le bac et tout, si on en refera. Après ça dépend aussi ce que vous allez faire après le bac. Si vous allez en Suisse, normalement ils font plus de disserte, même si vous choisissez des trucs en sciences humaines, ils font plutôt des essais. Par contre, si vous allez en prépa et tout, vous allez bouffer les dissertes parce que c'est le truc français par excellence. Donc du coup, pour une, disserte, ouais, le truc bien, c'est de défendre une thèse, mais du coup, je sais pas si est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui défendent, le déterminisme dur? Je suppose je pense qu'il y a des déterministes durs parmi vous. Ouais. Ouais, Julia, tu es Présent. déterministe dur? Ouais, il y en a plusieurs. Mathis aussi? Ouais, il y a moyen, je sais pas. Je suis un peu tout, moi. Tu un peu tout, toi? Ouais, mais tu peux pas être tout parce Ouais. que les thèses sont contradictoires. Ah, ah, ah. Est-ce qu'il y a des partisans du libre arbitre? Ou pas? Non, c'est fini ça. Apparemment non. Il y en a pas dans votre classe? Et personne qui ose se Non, dénoncer? c'est déterminé, il n'y aura pas de bac cette année. Tout le monde s'est fait plier à la volonté. Pour éviter ça, justement. C'est vrai, il y a pas de bac cette année? Ouais, c'est bien. Comment tu sais qu'il n'y a pas de bac cette année, du coup? C'est une blague, hein. On n'a pas la confirmation. Elle a dit déterminé, c'est avec non, mais- déterminisme et tout. Ah ouais, OK, c'était une blague Ouais. compliquée. Avec Oui, un jeu oui, de mots dedans. non, mais c'est Julien, fallait la. Ouais, non, mais... oui. Ouais, du coup, c'est comme vous y allez pas là, il y a Jean-Max qui est dessus là, il est en train de nous pondre un gros pavé, mais du coup sur le problème, vous feriez comment? Ouais, je l'attends, hein, le pavé de Jean-Max, ça va être bien. Au moins, il sera clair et définitif. Et du coup, ouais, comment vous feriez pour poser le problème sur se sentir libre, impliqué le qu'on soit? Enfin, je sais pas si vous avez une petite idée, comme ça. Donc je vous rappelle, normalement quand vous faites la disserte, il faut que la question, que vous posez, elle soit dans l'intro. Donc soit vous la mettez au début, soit vous la mettez en fin. Si vous la mettez au début, c'est mieux en général parce que du coup, ça vous permet, de partir de cette question et d'aller vers une question plus précise qui vous permet, enfin, du coup, de trancher la question de départ. Par contre, parfois, quand on cherche des questions précises, on s'égare un petit peu et en s'égarant, du coup, on fait bêtement un hors sujet, en fait, parce qu'on va poser une question, soit qui est trop restrictive, soit qui est trop large, soit qui est à côté du truc et donc là, du coup, je vois pas si enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas quel est le problème classique. Normalement, c'est assez facile, mais bon, c'est assez dur de bosser sur Discord comme ça, mais on y arrive bien avec les TS2, donc normalement, enfin, soit vous êtes bizarre, soit Non, on il y est en a bizarre, attendu. je crois. Ouais, je pense que vous êtes bizarre, ouais. Mais je sais pas. Sinon, pour débattre, on peut enlever le push to talk. Ouais, bah, moi, je m'en fous en fait, enfin, pour le C'est Tommy, son, je ça le mets tout marche. le temps, là. Après, on peut le faire aussi en partant, enfin, en le faisant aussi à l'écrit et comme ça. L'idée après, c'est de construire, enfin, c'est de voir comment vous pourriez construire votre truc, en révisant un petit peu les arguments. Après, si vous êtes tous déterministes, bah, ça risque d'être assez facile parce que vous allez tous avoir plus ou moins le même plan. Après, dans les déterministes, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont compatibilistes. Là, je vous ai fait une petite liste, je vous la mettrai sur aujourd'hui et sur jeudi du coup. Non, sur jeudi, sur mercredi, en pronote. Puis je vous essayer de vous poser ça ici dans les documents. Je sais pas s'il y avait une rubrique documents chez vous. Du coup, je vous ai fait une petite liste de petits trucs complémentaires. J'ai vu que Monsieur Phil avait fait un ou deux trucs sur le libre arbitre qui sont vraiment pas mal. Et puis il y a des trucs en anglais aussi. Je sais pas si vous connaissez les crash courses qui sont bien. C'est quoi être compatibiliste? Compatibiliste, c'est la dernière position. Le truc, c'est celle qu'on a. Bah, à la limite, je peux faire un petit truc là-dessus si vous êtes pas, vous sentez pas de partir. C'est le dernier truc qu'on devait faire. C'est les positions qui ont été défendues par ceux qui ont présenté Voltaire, du coup. Donc, je me rappelle, il y avait le groupe d'Alexis,
Et après il y avait Noah aussi et Edson, je crois, qui ont présenté la thèse de Hume. Donc jusque-là, on a vu 2 thèses en fait. On avait vu le libre arbitre classique, vous vous rappelez, c'est, cette idée qu'on a une cause première et tout. Et on avait vu, le déterminisme dur et ces 2 positions en fait, on dit qu'elles sont incompatibilistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire incompatibiliste? Bah, ça veut dire que la liberté, elle est incompatible avec le déterminisme. Et du coup, si vous êtes, incompatibiliste, vous défendez en gros, que vous soyez déterministe dur ou partisan du libre arbitre, vous défendez la même conception de la liberté. C'est-à-dire que vous dites si la liberté existe, en gros, elle consistera en une sélection entre plusieurs possibilités qui sera permise par le fait que vous êtes une cause première. Et donc, si vous êtes partisan du libre arbitre, vous allez dire ah bah, c'est possible qu'on soit une cause première et qu'on puisse sélectionner en diverses possibilités. Puis si vous êtes un déterministe dur, vous allez dire ah ben non, c'est pas possible, il y a que le déterminisme, et donc du coup, on n'a pas le choix, etc. Donc du coup, vous êtes incompatibilistes, c'est-à-dire que la liberté, c'est incompatible avec le déterminisme. Et du coup, si vous défendez le libre arbitre ou le déterminisme dur, je mets des dés, vous défendez la même conception de la liberté. Sauf que du coup, il y en a qui pensent qu'elle est possible, et puis d'autres qui pensent qu'elle est impossible. Par contre, si vous êtes compatibiliste, ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez montrer que la liberté, elle est compatible avec le déterminisme. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, on avait un dilemme au départ. Le dilemme, c'était, c'est soit on a le déterminisme, soit on a la liberté. Et les 2 sont pas compatibles. Pour la définition du déterminisme, vous pouvez pas la changer, c'est la définition du déterminisme, quoi, c'est la même pour tout le monde. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est la définition de la liberté, que vous aviez au départ. Et donc, du coup, comme les partisans du déterminisme dur et les partisans du libre arbitre, ils partent de la même conception de la liberté, vous pouvez dire cette conception de la liberté, elle est fausse, et partir sur une nouvelle conception de la liberté et montrer que cette conception, en fait, elle est compatible avec le déterminisme. Et du coup, vous vous retrouvez avec une thèse compatibiliste où le déterminisme, donc l'idée qu'il n'y a qu'un seul futur possible et que tout est fait à une cause, est compatible avec la liberté. Donc Massy, pour compatibilisme, on peut faire une thèse 1 sur libre arbitre, puis thèse 2 déterminisme. Ouais, parfait, Massy, en fait, ça marche ton plan. C'est le plan classique, c'est celui que je vais mettre en fait qui est dans le PowerPoint en fait. Moi, je suis parti comme ça, j'ai fait le libre arbitre, déterminisme dur, donc la version hardcore du déterminisme où il n'y a pas de liberté. Puis après, du coup, l'idée c'est de montrer que en fait l'opposition de départ elle est pas forcément correcte et qu'on peut être compatibiliste. Sauf que le compatibilisme, je vais peut-être développer un petit peu là-dessus après. C'est pas une position forcément hyper évidente et il y a pas mal d'objections contre. Moi, personnellement, à titre personnel, c'est ma thèse, hein, mais je suis pas sûr qu'elle soit vraiment effectivement super bonne, quoi. Si jamais. Par contre, la question de Massy, il y a une petite question dans la question. Donc thèse 1, OK. Par contre, si tu fais la thèse 1 sur le libre arbitre, c'est OK, mais il faut faire une objection au libre arbitre. Alors soit tu l'as fait dans la première partie, soit tu la mets dans ta partie sur le déterminisme. Moi, je la ferai dans la première partie si tu fais comme ça, c'est mieux. Donc ça ferait, en gros, ta première partie, ça ferait, libre arbitre, argument, objection. Après 2, ça ferait, déterminisme dur. Objection. Je pense qu'on peut en faire une, si je peux vous faire une objection à la place, par exemple, qu'on n'avait pas fait, mais qu'on peut faire, ça vous permettra de voir ce que c'est que le compatibilisme. Puis 3 après, compatibilisme. Et donc du coup, ce serait la thèse 3 quoi, si vous soutenez ça. Et donc vous montrez que, en fait, déterminisme et puis, libre arbitre, c'est compatible. Donc je vous ai mis le plan comme ça là. Alors Thomas, la différence entre déterminisme mou et déterminisme dur, c'est les conséquences qu'on en déduit, oui et non. Alors déterminisme dur, c'est l'incompatibilisme en fait. Déterminisme mou, effectivement, ça peut avoir des conséquences différentes. La principale conséquence, je pense, c'est que, par exemple, toi, tu aimes bien dire que ça change rien si on est que c'est déterministe et tout. Le déterministe, le compatibiliste, il dit: «S'il y a le déterminisme, en fait, ça change rien effectivement, puisque du coup, les gens sont effectivement responsables de ce qu'ils font et donc du coup, on n'a pas besoin de réviser, notre conception pénale et cetera». Même si généralement, les déterminismes mous ont plutôt une tendance à choisir, des thèses aussi, sur la peine, par exemple des thèses, dissuasives et des thèses,
réhabilitative, mais voilà. Alors donc du coup, la différence vraiment entre déterminisme mou et déterminisme dur, plus que les conséquences peut-être, même si une des conséquences, c'est que dans le déterminisme mou, tu as un contrôle effectif sur ta vie. Dans le déterminisme dur, tu en as aucun, donc ça a quand même, il y a quand même une différence. Dans le déterminisme mou, tu crois que tu es libre et en généralement, quand les gens croient qu'ils sont libres, en fait, ça a des effets sur, sur le contrôle qu'ils ont sur eux-mêmes. Je crois que j'avais parlé d'une expérience, mais je me rappelle plus si je l'ai fait. C'était une expérience, vous savez, où dans une salle, on demande à des gens de passer un examen et du coup, on leur donne la possibilité de tricher et du coup, on fait 2 groupes et Ah il y a un ouais. groupe auquel on parle du déterminisme avant et un groupe auquel on n'en parle pas et dans le groupe où on leur parle du déterminisme dur avant, du coup, ils ont tendance à tricher parce que du coup, ils considèrent que, étant, soumis à un déterminisme dur, ils ont absolument aucun contrôle sur ce qu'ils font et donc du coup, ils ont toutes sortes d'excuses. Mais on voit bien, c'est ce qu'on avait dit quand on avait parlé de destin, que du coup, la nécessité là, elle est conditionnelle. C'est-à-dire en fait, si vous croyez que vous n'avez pas de contrôle sur vous-même, peut-être que du coup, vous allez le perdre. Mais si vous croyez au contrôle que vous avez sur vous-même, du coup, ça le renforce et peut-être qu'effectivement, en fait, vous avez un vrai contrôle sur vous-même. Et du coup, dans la différence entre déterminisme mou et déterminisme dur, ouais, si on parle de conséquences, c'est ça. C'est qu'il y a un véritable, enfin, contrôle sur soi-même dans le déterminisme mou. Sauf que si on fait la différence, donc la différence entre déterminisme mou et déterminisme dur, c'est que dans le déterminisme dur, il y a aucun contrôle sur soi-même. Les gens sont pas des agents, les choses leur arrivent et ils font rien. Donc là, c'est clair, dans le déterminisme mou, il y a une forme de contrôle sur soi-même. Par contre, il y a une différence entre le déterminisme mou et le libre arbitre, c'est que souvent, le libre arbitre, il considère qu'on a un contrôle total sur soi-même si on est une personne normale, enfin si vous n'êtes pas schizophrène et tout ça. C'est-à-dire, on peut vous reprocher, par exemple, de ne pas avoir réussi à contenir, je sais pas, une pulsion, un truc comme ça, alors que dans le déterminisme mou, le contrôle, il est vraiment par degré. C'est-à-dire que la liberté, elle n'est pas absolue, même la liberté de la volonté, et du coup, il y a des degrés de contrôle. Par exemple, généralement, le contrôle, ça s'apprend, c'est une affaire qui peut être une affaire d'éducation en partie, et du coup, les enfants, généralement, par exemple, sont supposés, en tout cas, moins se contrôler qu'un adulte, par exemple, en tout cas, s'ils sont bien éduqués. Et donc le contrôle, il vient par degrés, ouais. Et du coup, l'idée principale du compatibilisme, il y a 2 façons d'être compatibiliste, en fait. Alors la première idée du compatibiliste, si je vous fais les 2 grands trucs, c'est un résumé, hein, du coup, comme ça j'anticipe un peu sur le cours. Donc il y a 2 grandes, façons d'être compatibiliste. Si vous vous rappelez, le partisan du libre arbitre, il disait, hem, que du coup, pour être libre, il faut pouvoir agir autrement. Et pour un partisan libre arbitre, pouvoir agir autrement, je mets PAA, hein, quand j'écris, ça veut dire, pouvoir avoir une autre volonté, quoi. Et on avait fait ce petit scénario, si vous vous rappelez, qui consistait à vous demander si dans exactement la même situation, vous pourriez avoir eu une autre volonté, en étant la même personne, en ayant le même passé et cetera. Et les partisans du libre arbitre, eux, à cette question, ils répondent oui. C'est-à-dire que notre volonté, elle est contingente, elle pourrait être autrement et tout ça. Et alors, du coup, la première réponse des compatibilistes, c'est le compatibilisme classique. Ils font une première réponse à cet argument du libre arbitre. Ils disent, mais en fait, vous vous trompez en disant que pouvoir agir autrement, c'est pouvoir avoir une autre volonté. Parce que pouvoir agir autrement, ça veut pas dire ça. Pouvoir agir autrement, ça veut dire que si vous aviez une autre volonté, si vous aviez eu une autre volonté, alors vous auriez pu, heu, la réaliser. Donc je vais essayer d'être clair là, parce que c'est une petite analyse un petit peu, compliquée. Mais, le compatibiliste classique, ils sont déterministes. Donc en gros, si vous avez pigé le déterministe, c'est que si vous avez une autre volonté, vous ne pouvez pas, vous n'auriez pas pu avoir une autre volonté que celle que vous avez eue, elle était nécessaire. Mais par contre, ce qui se passe dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est que cette volonté, vous pouvez soit la réaliser parce que vous n'êtes pas empêché de la réaliser, soit, hem, du coup, il y a des obstacles à sa réalisation. Et donc le compatibilisme classique, il dit, en fait, quand on dit qu'on aurait pu agir autrement, ce qu'on veut dire, c'est tout simplement ça, c'est que si on avait eu une autre volonté, celle qu'on a eue, alors on aurait pu la réaliser. Si je prends un exemple, supposons que, je sais pas, vous puissiez aller,
aujourd'hui, c'est un bon exemple. Supposons que vous puissiez sortir et que vous puissiez aller plus d'1 kilomètre de chez vous, courir, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on vous empêche, enfin, en tout cas théoriquement, de faire ça, d'aller à plus d'1 kilomètre de chez vous en courant, et cetera. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez comme volonté, probablement, c'est vous avez la volonté de rester chez vous. OK. Et donc du coup, celle-ci, elle est pas empêchée, vous pouvez la réaliser et tout ça, donc vous êtes libre de rester chez vous, en quelque sorte. Par contre, si vous aviez une autre volonté, celle de sortir de chez vous et d'aller loin de chez vous, cette autre volonté aurait été empêchée. Et donc la question, c'est par rapport à la volonté que vous avez aujourd'hui, c'est est-ce que si quand on vous demande: «Est-ce que vous auriez pu avoir une autre volonté que celle que vous avez, que la volonté de rester chez vous?» La réponse c'est non. Par contre, la question que pose le compatibiliste, c'est est-ce que vous auriez pu, si vous aviez eu une autre volonté, par exemple celle de sortir de chez vous, la réaliser? Et la réponse est non. Et si la réponse est non à ça, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Je sais pas si je suis clair. En gros, l'idée elle est simple, c'est que, hem, si vous êtes libre, c'est qu'il y a aucun empêchement qui vous êtes confronté à aucun empêchement. Et donc, en ce moment, vous êtes en train de réaliser une autre volonté, mais vous pourriez très bien réaliser une autre volonté que celle que vous avez. Puisque comme vous êtes face à aucun empêchement, vous auriez pu très bien réaliser cette votre volonté. Dans ce cas-là, vous êtes libre. Par contre, si vous faites quelque chose maintenant et que vous n'auriez pas pu réaliser une autre volonté que celle que vous avez maintenant, dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre. Si je prends un autre cas, le cas où vous êtes forcé, par exemple, avec un pistolet sur la tête de faire quelque chose, donc vous avez la volonté de faire ce quelque chose, est-ce que vous auriez pu réaliser une autre volonté que celle-ci? Non, parce que vous en étiez empêché. Donc pouvoir agir autrement, en fait, c'est juste, ne c'est juste le fait de si vous aviez une autre volonté, vous n'auriez pas été empêché de la réaliser. Je sais pas si j'ai été bien clair là, parce que c'est un peu, Ouais, si, si. bizarre, mais c'est bon. Du coup, c'est tout con, Ouais. en fait. Ils expliquent la liberté juste avec la liberté d'action, en fait. C'est, vous êtes libre si vous êtes pas empêché et puis vous êtes pas libre si vous êtes empêché. Et dans le cas où vous auriez une volonté particulière, hem, la question c'est: est-ce que vous êtes libre au moment où vous l'effectuez? Oui, si vous aviez la possibilité, ça si vous n'aviez pas été empêché de faire une autre volonté que vous auriez pu avoir eue. Ça, c'est le compatibilisme classique. Ils disent, en fait, pouvoir agir autrement, c'est simplement ça, c'est, si vous aviez une autre volonté, est-ce que vous auriez pu la réaliser? Si c'est oui, bah, vous êtes libre. Si c'est non, vous êtes pas libre, point. Et il y a pas besoin du coup de cause première, de possibilités alternatives et cetera. Il suffit que vous ne soyez pas empêché de faire quelque chose. Ça, c'est la première façon d'être, compatibiliste. Puis il y a une version plus moderne qui est plus radicale, elle est plus facile à expliquer donc du coup, voilà, des fois on appelle ça, le semi-compatibilisme aussi, mais bon, je vais pas vous embêter que ça. L'idée c'est assez simple, c'est de dire en fait, on n'a pas besoin de supposer qu'on peut agir autrement pour être libre, ou en tout cas, si c'est pas forcément pour être libre, c'est pour être responsable. Alors le scénario, c'est le suivant, imaginons par exemple que, vous ayez, je sais pas, on va prendre Matisse. Matisse, il veut tuer quelqu'un. Je sais pas, il veut tuer Julia, il veut s'en débarrasser parce qu'elle est un peu chiante et Je tout ça. confirme. Voilà. Mais, il veut pas faire ça lui-même parce que du coup, il a pas envie de se faire choper et cetera. Et donc il se trouve qu'il sait que, je sais pas, j'ai le nom de Samy sous les yeux. Il sait que Samy, veut aussi tuer Julia et que du coup, la probabilité que Samy passe à l'acte est très forte. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va compter sur Samy pour tuer Julia. Le truc, c'est que comme, Matisse est quand même un peu méfiant et qu'il a développé une technique, assez géniale, donc c'est une expérience de pensée, hein, pour pouvoir contrôler l'esprit des gens, il enlève Samy un soir, il lui découpe le cerveau et tout ça et il lui met un petit module, qui va avoir la fonction suivante. C'est que normalement Samy va vouloir tuer Julia et il va la tuer. Donc là, il y a pas de souci, Samy veut tuer Julia et du coup ce sera Samy qui a tué Julia et tout ça. Mais ce que veut faire Matisse, c'est qu'au cas où Samy change d'avis, du coup, il lui a mis une petite puce dans la tête. Si jamais il change d'avis, la puce, elle va le remettre dans le droit chemin en quelque sorte et du coup lui redonner envie de tuer Julia. Vous voyez l'idée ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, cette petite puce, elle empêche Samy d'avoir une autre volonté que celle qu'il aura, celle de tuer Julia et du coup, Samy, il peut pas agir autrement. Il peut pas avoir une autre volonté et puis de toute façon, il est forcé ou contraint, de tuer Julia.
Donc Mathis met en place son petit dispositif et tout. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Ouais, c'est sûr. Ouais, et du coup, Samy, la vie continue et tout ça, et Samy tue Julia. Samy n'a jamais changé d'avis, donc du coup, le petit dispositif qui a été mis en place par Mathis, n'a jamais eu besoin de fonctionner. Je sais pas si enfin, je pense que vous avez pigé l'idée. La question c'est, est-ce que, vous considérez que Samy est coupable? C'est ce qu'on appelle un cas Francfort, parce que le type qui l'a inventé, c'est Francfort, c'est un philosophe contemporain. Et du coup, l'intuition des gens sur ce cas, je sais pas si c'est la vôtre, hein, vous me dites si vous êtes pas d'accord, c'est que dans ce cas-là, Samy est bien responsable d'avoir tué Julia, parce que même s'il pouvait pas avoir une autre volonté, même s'il pouvait pas agir autrement, hem, c'était bien sa volonté à ce moment-là qui s'est exprimée. Ouais. Quand vous dites il a pas changé d'avis, c'est-à-dire il a pas changé d'avis du tout ou il a pu changer d'avis et la puce l'a remis bien? Non, non, là, du coup, ton dispositif là ne s'est jamais déclenché, donc en fait, il est resté sur son intention de départ, il l'a mis en œuvre, il a tué Julia, et la petite puce, elle s'est jamais déclenchée. Elle était là en sûreté, on est d'accord, mais elle s'est jamais déclenchée. Par contre, on est d'accord, c'est que s'il avait voulu changer, il aurait pas pu, quoi. OK. Et donc Francfort, il considère que dans ce cas-là, on est dans un cas où la personne, donc après il y a plein de discussions là-dessus, hein, souvent c'est assez alambiqué, mais euh, l'idée ici c'est que Samy a bien exécuté son intention, c'était la sienne en fait. Il aurait pas pu en avoir une autre, mais en fait ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte dans la liberté, c'est que du coup enfin c'est que ce soit notre intention qui conduise à l'acte. Et en l'occurrence, là, c'était bien l'intention de Samy qui l'a conduit à l'acte, c'est bien son acte. Et donc, même s'il ne pouvait pas agir autrement, il est bien responsable de son acte. On peut dire qu'en gros, il l'a contrôlé. Et donc, du coup, le fait de pouvoir agir autrement, enfin, c'est la thèse de Francfort, elle n'est pas nécessaire euh, pour, euh, pour être libre. Ce qui compte, en fait, c'est l'appropriation par une personne de sa propre volonté. Je sais pas si. Enfin, en fait, l'idée, c'est que pour que vous soyez libre, il faut que ce soit vraiment votre volonté que vous exécutiez. Par exemple, si je vous force à faire quelque chose et que c'est pas votre volonté, dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre. Par exemple, je sais pas, je vous force à tuer quelqu'un alors que vous préféreriez faire autre chose. Là, vous n'êtes pas libre. Mais si par contre c'est votre propre volonté, dans ce cas-là, vous êtes libre. Donc, pour agir autrement, c'est pas nécessaire pour la liberté, pour la responsabilité et tout ça. Et comme dans le cas du déterminisme, on ne peut pas agir autrement, du coup, ça tomberait bien parce que du coup, vous pourriez tout à la fois être responsable et être déterminé. C'est bon ou pas l'idée? Enfin, grosso Ouais. modo. Donc c'est deux stratégies vraiment différentes. Ouais, Thomas? Du coup, ce que je me disais, en fait, c'est, enfin, pour l'histoire de Samy, tout ça, là, Ouais, en fait, ça dépend, enfin, si on te considère comme coupable ou pas, c'est une chose. Après, ouais, est-ce qu'on donne une peine ou pas? Et en ouais, fait, enfin, ça paraît logique enfin, c'est pour confirmer qu'on en donne une. ouais. C'est que dans tous les cas, qu'on soit déterministe ou pas, c'est logique parce que on peut penser que de toute façon, Mhm. s'il a pris la décision de tuer Julia, c'était parce que il pensait que les avantages étaient meilleurs que les inconvénients. Ouais, Et donc du coup, en le punissant, on diminue justement, enfin, on fait monter les inconvénients pour éviter qu'il recommence en fait, du coup. ouais, là, dans ce cas-là, ouais, du coup, là, tu utilises la peine comme dissuasive. Le truc, c'est qu'un compatibiliste, lui, il considère vraiment, enfin, c'est ça la différence avec le déterminisme dur, parce que le déterminisme dur, il dit, il n'y a pas de gens bons ou mauvais, puisque les gens ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Alors que le compatibiliste, il dit, si les gens, ils exercent un contrôle sur eux-mêmes, ça a un sens de dire que c'est cette personne-là qui a commis le crime. Après, on reprendra peut-être ce dont tu avais parlé, Noah, et Edson la dernière fois, mais eux, ils considèrent vraiment la personne est responsable. Et donc, du coup, à la limite, vous pourriez même appliquer une peine. C'est rare qu'ils le fassent, hein, les compatibilistes, mais vous pourriez attribuer une peine rétributiviste, quoi. Parce que du coup, la personne est vraiment coupable de ce qu'elle a fait. Elle aurait pas pu agir autrement et tout ça, mais c'est bien elle qui a fait son acte. Et dans ce cas-là, enfin, vous pouvez la punir. Alors, ce qui change, par contre, parce que je sais ce que tu vas me répondre, tu vas me dire ouais, mais ça change rien. Et du point de vue déterministe dur, c'est clair. Mais ce qui change, ce serait la justification de la peine. Dans le compatibilisme mou, la justification de la peine, il n'y aurait pas besoin d'inventer des nouvelles justifications comme on le ferait si on était déterministe dur. On peut utiliser les justifications ordinaires parce qu'on considère qu'en gros les personnes elles sont bien responsables au sens ordinaire de leurs actes. Et ce qui est marqué dans le code pénal, par exemple, l'idée que les personnes sont responsables si elles n'ont pas de schizophrénie, pas de problème de maîtrise d'elles-mêmes et tout ça, ça marche toujours pareil en fait.
Il y a pas de, enfin, c'est une conception un peu minimale de la responsabilité, mais l'idée c'est que la responsabilité étant compatible avec le libre arbitre, on n'a pas besoin de changer notre discours sur ce qu'est une peine et sur la justification. Si je vais un petit peu plus loin, l'idée, mais je pense que tu seras pas d'accord Thomas, mais je la donne quand même, ça peut te, enfin, tu verras ce que tu en penses. L'idée c'est que le déterministe dur, il a une conception révisionniste de la peine. En fait, si vous êtes révisionniste dur en tant que théoricien, point de vue du théoricien, vous pouvez dire ouais ça change rien puisque de toute façon les gens sont déterminés à faire ce qu'ils font et tout ça. Mais ça c'est le point de vue du théoricien, parce qu'après quand vous avez le point de vue de la personne ordinaire, vous voyez, elle est pas théoricienne et donc elle souvent elle croit qu'elle contrôle un peu ses actes, etc. Et même si vous êtes déterministe dur, la probabilité que vous le fassiez à certains moments de la journée, ce sera le cas. Et donc du coup, le déterminisme dur, c'est quelqu'un qui révise vraiment nos conceptions de ce qu'on est et des personnes qu'on est. Et du coup, un déterministe dur aujourd'hui, je pense qu'il pourrait aller encore plus loin et dire que du coup, la peine, enfin, ça ne devrait même plus exister en fait. On devrait juste régler les problèmes, enfin, je sais pas, à coup de traitements quasiment médicaux. Alors que le compatibilisme, lui, il garde tout en l'état en fait. Il dit ça change rien. Enfin, on n'a pas besoin de réviser notre discours sur la responsabilité, etc. Enfin, tout fonctionne comme avant. Sauf que pour que ça fonctionne comme avant, on n'a pas besoin du libre arbitre, quoi. Ça change rien. Je sais pas si j'ai été clair, mais. Alors du coup, les déterministes qui disent que il n'y a pas besoin de peine, Ouais. ils font comment pour justifier le fait que quand on met pas de peine, il y a plus de crimes? Ouais, mais alors ça, par contre, c'est des déterministes très contemporains qui disent ça. Hein. Enfin, c'est des gens par exemple qui bossent en neurosciences. J'ai quelques articles, je sais pas si je vous en ai mis, j'ai fait une petite liste de petits trucs complémentaires. C'est des gens qui bossent en neurosciences, etc. Et ils disent, ok, par exemple, si tu prends Diderot au XVIIIe siècle, ils n'avaient pas les moyens de, tu vois, de modifier le cerveau des personnes pour qu'ils deviennent bons ou qu'ils arrêtent de faire des crimes. Et donc la seule technique qu'ils avaient en fait pour agir sur les gens, c'était effectivement l'éducation ou une peine dissuasive. Donc du coup, par exemple, je sais pas, la peine de mort, etc. Mais la thèse du déterministe dur aujourd'hui, c'est de dire aujourd'hui, on a sans doute une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le cerveau et du coup des moteurs de l'action. Du coup, on a aussi une possibilité de mieux les maîtriser et les contrôler. Et donc du coup, si on peut éliminer la peine, c'est pas parce que je sais pas enfin, je vais faire ça autrement. Si on peut éliminer la peine, c'est parce que du coup, aujourd'hui, on peut disposer de moyens d'éducation ou de transformation qui sont meilleurs que la peine. Je sais pas si je suis clair. Par exemple, je sais pas, une modification chimique du cerveau ou des choses comme ça. Et donc, eux, ils veulent remplacer la peine par autre chose, donc un traitement. C'est-à-dire, si quelqu'un commet un crime, on le modifie par un traitement ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que ce soit encore, que ce soit très efficace et tout ça, mais c'est un peu l'idée. Je sais pas Mais si alors, Ouais. le problème, c'est après, il y a le problème de la première fois, du coup. Ouais. C'est-à-dire que là où une peine dissuasive, elle peut dissuader d'autres personnes de faire un premier crime, Ouais. leur traitement, à moins qu'ils le donnent à tout le monde, ça dissuade pas la première fois, quoi. Ouais, c'est un gros problème. Après, tu as le problème de la prédiction de la peine. Enfin, la prédiction, par exemple, du crime. Tu pourrais dire, est-ce que du coup, on peut prédire certains crimes? Et donc, du coup, on préviendrait les crimes en anticipant, en traitant les enfants, par exemple, plus tôt. Par exemple, tu as des enfants qui auraient plus de probabilité d'être criminels. Enfin, et là, du coup, je vais essayer de répondre à la question d'Alexis en même temps. Les enfants qui auraient plus de probabilité d'être criminels, tu vas les suivre. Il y a un moment donné, je crois que c'était Sarkozy qui avait initié ça, il voulait qu'il y ait des fichiers sur les enfants de maternelle, en fait, qui soient à disposition comme ça, parce que du coup, ils avaient compris que du coup, certains types d'enfants, en fait, ils étaient plus disposés au crime. Il y a une probabilité plus grande qu'ils le soient. Le problème de la probabilité, c'est qu'il y a toujours des gens qui échappent statistiquement aux probas que tu fais, donc du coup, tu risques de condamner des innocents. Et donc l'idée, ultimement, ça serait de prévenir le crime, d'empêcher que le crime arrive. Après, le truc, c'est que sinon, tu es obligé de laisser le premier crime. Mais si tu laisses le premier crime, pour un déterministe dur, l'idée, ce serait, tu peux pas qualifier ça vraiment, si tu étais vraiment un déterministe dur jusqu'au bout, tu dirais, mais c'est pas vraiment un crime, en fait. C'est un crime, ça a quand même des connotations de responsabilité et tout. Il se passait quelque chose qui était malfaisant, dirait Diderot, quelque chose comme ça. Comme ça, lui, malfaisant, c'est un truc qui est pas bon, mais il essaie de minimiser la charge, la valorisation ou la dévalorisation de l'acte. Et après, du coup, c'est l'occasion, ce premier crime, de prendre des mesures. Et après, tu pourras avoir des mesures sociales. Enfin, si tu vois que le crime, il est
je sais pas, il peut être déterminé socialement, et etc. Tu pourrais prendre des mesures politiques dans ce cas-là pour les éliminer. Donc du coup, tu pourrais combiner aux mesures, je sais pas, chimiques, des mesures sociales, je sais pas, de transformation de la société. Je suis pas sûr que ça marche, moi, mais je suis pas très déterministe dur, mais j'imagine que c'est ce qu'il ferait, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas. C'est une question un peu compliquée, ouais. Après, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, hein, sur les neurosciences, et surtout qu'aux États-Unis, notamment, il y a de plus en plus d'usage des neurosciences dans les tribunaux. Il y a de plus en plus d'avocats en fait qui font des IRM des cerveaux de leurs comment on dit, clients, pour essayer de montrer qu'en fait ils n'étaient pas normaux et que ils étaient déterminés à agir, etc. Bon, ça marche aussi dans un cadre compatibiliste, mais ça marche encore mieux dans un cadre déterministe dur. Et du coup, personnellement, j'aimerais changer un poil de sujet. Je me souviens, là, je me suis rappelé le discours qu'on a eu sur les peines et tout. Ouais. Et moi, j'ai toujours été pour les peines dissuasives, personnellement. Ouais. Bon, ça c'est plus éducatif qu'autre chose. Enfin bref. Mais du coup, quand vous m'avez répondu que le problème, c'est, l'un des problèmes des peines dissuasives, c'est que elles peuvent être démesurées par rapport à l'acte. Ouais. Ah oui. Mais alors du coup, moi j'ai trouvé une réponse à ça. Ouais. C'est qu'en fait, le principal problème, je pense, c'est que c'est pas le problème, c'est pas que ça soit démesuré par rapport à l'acte. Ouais. Je pense que le problème, c'est que surtout, on peut pas être sûr à 100% que la personne est coupable, en fait. Ah oui. Et en fait, il peut y avoir des accidents et tout, et donc du coup, on peut pas mettre des peines trop élevées au cas où c'est un accident ou quoi. Ouais. Et il y a deux réponses en fait à ta question, je crois. Donc l'idée c'était, l'idée c'est que du coup l'objection qui dit que la peine dissuasive elle peut être trop élevée, en fait, c'est que tu opposes la conception dissuasive de la peine à une intuition en fait qui est un peu contradictoire. C'est l'intuition du coup de la proportionnalité entre le crime et la peine, et qui est plutôt une intuition du coup rétributiviste. Alors après, c'est comme en morale, parce que c'est une discussion morale, ton discours, pour qu'il soit correct, il faut qu'il fasse un espèce d'équilibre entre tes intuitions. Enfin, si tu conserves toutes tes intuitions, mais après tu peux aussi éliminer l'intuition selon laquelle une peine doit être proportionnée à l'acte. Je pense qu'il y a des théoriciens de la dissuasion qui, du coup, éliminent, du point de vue utilitariste, par exemple, on pourrait tout à fait éliminer l'intuition qu'une peine doit être proportionnée à l'acte et utiliser une peine hyper forte pour condamner la personne. Enfin, ça poserait absolument aucun problème. Et de deuxième réponse, parce que tu dis, on pourrait condamner un innocent. Alors là, du coup, c'est une objection classique contre la peine de mort, par exemple, de dire, mais il y a un risque qu'on condamne un innocent. Après, du strict point de vue de la dissuasion, là, c'est pareil, tu utilises une intuition qui dit, il faut jamais condamner d'innocent. C'est une intuition un peu déontologique, d'ailleurs. Mais comme la conception dissuasive, elle est plutôt de type utilitariste, à la limite, on pourrait s'en foutre. Alors, les gens vont dire oui, mais il faut quand même conserver un peu cette intuition, il ne faut pas punir d'innocents. Mais d'un strict point de vue dissuasif, si on allait jusqu'au bout du truc, même punir un innocent, en fait, si ça a une certaine efficacité, ça peut ne pas poser de problème. Parce que ce qui compte dans la peine, c'est pas que tu punisses un coupable ou un responsable. Parce que, en tout cas, si tu es déterminé, de toute façon, il n'y a pas de coupable ou de responsable. Ce que tu veux, c'est prévenir des crimes. Ce qui justifie la peine, c'est les faits. Donc, que la personne soit coupable ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, je pense. Ouais, mais du coup, si on part dans cette optique, punir des innocents, du coup, c'est très contre-dissuasif. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça a vraiment pas l'air dissuasif du tout, en fait. Enfin, ça a l'air vraiment, ça est dans le sens inverse, en fait. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est que les gens ne sachent pas que la personne est innocente. Mais si personne ne sait qu'elle est innocente, ça pose pas de problème. Le problème, c'est si les gens s'aperçoivent que tu condamnes beaucoup trop d'innocents, du coup, ton système, les gens forcément vont considérer que ton système, il marche pas et que ils auront sûrement des intuitions, du coup, rétributivistes ou des intuitions sur la responsabilité, et du coup, ils vont condamner ton système. Mais imaginons que tu puisses faire ça, condamner des innocents sans que personne ne sache jamais qu'ils sont innocents, on pourrait considérer que ça marche. Ça me paraît assez aléatoire, cette histoire. Pourquoi, Mathis? C'est aléatoire parce que vas-y. On des innocents quand même là, à la base. Enfin, c'est pas. Non, on est d'accord. Et surtout, leur famille, elles s'en rendent compte, quoi. Pas forcément toujours, parce que du coup, les gens de la famille peuvent ne pas le savoir, etc. Mais c'est un problème. À la limite, ça, tu pourrais dire, vous pouvez voir ça comme ça. Soit vous voyez que il y a deux façons de considérer le truc. Soit vous considérez que c'est un vrai problème moral, parce que du coup, il faut pas condamner l'innocent.
et il faut que la peine soit proportionnée au crime. Ça, ce serait 2 trucs moraux, enfin, ce serait des reproches moraux que vous pourrez faire à une théorie de la dissuasion un peu folle. Après, vous pourriez faire un reproche empirique et dire, si vous voulez vraiment que ça conserve son efficacité, la dissuasion, il faut éviter de condamner des innocents. Dans ce cas, vous voyez, c'est pas un reproche moral que vous faites, c'est un reproche de faisabilité. Enfin, si vous voulez que ça marche, ouais, il faut éviter de condamner des innocents parce que sinon les gens vont tester et ça marchera plus. C'est 2 types de discussions un petit peu différentes. Mais ouais, du coup, on pourrait dire, ouais, il faut pas condamner trop d'innocents parce que, du coup, sinon, ce type de peine ne marchera plus et les gens vont se rebeller contre. Mais voilà. Après, il y a un gros problème de la dissuasion, c'est que c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est prouvé, ça marche vraiment bien sur les petites peines, sur les petits délits ordinaires, les petites choses que les gens ordinaires font, parce que les gens ordinaires, en général, ils sont plutôt respectueux de la justice, en tout cas, ils ont suffisamment peur. Mais ça marche très très mal sur les vrais crimes lourds, donc ça a des limites quand même. Je sais pas si j'ai répondu, mais c'est un vrai problème. Moi. Du coup, je note, je vais essayer de mettre des petits trucs en plus sur ça, si je cherchais en plus, ça m'intéresse plutôt. Parce que je suis plutôt aussi un partisan de la dissuasion, mais comme Thomas, je trouve que les objections sont bonnes. Donc, du coup, voilà. Mais ouais, du coup, en fait, le problème, ça va être surtout les personnes qu'on ne peut pas dissuader, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais. Du point de vue de la dissuasion, ouais, un problème majeur pour ça, un vrai gros problème, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a des gens que tu peux pas dissuader. Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'en fais voilà. Alors après, il y a plusieurs solutions. Une solution classique de John Stuart Mill, lui par exemple, il défendait la peine de mort, mais il défendait la peine de mort dans un seul cas. Le cas où il y a une certitude absolue que la personne a commis le crime et que cette personne est absolument pas réhabilitable. C'est-à-dire vous pouvez pas la réhabiliter et tout ça, c'est impossible. Enfin lui, il avait une conception plutôt réhabilitative de la peine, mais si vous pouvez absolument pas la réhabiliter, du coup vous la tuez, vous l'éliminez en fait. C'est une fonction de la peine qu'on n'avait pas vue, mais c'est la fonction éliminatrice quoi. En gros, vous sortez les gens de la société ou vous les éliminez carrément de la vie pour qu'ils ne nuisent plus. Mais c'est assez particulier. Ouais. C'est qui respire dans un masque à oxygène là? Je sais pas. C'est un début de coronavirus. Je sais pas. Je crois que c'est Octave. C'est voilà. Octave. Ouais, Octave, ouais. ouais. Bon, ça va. C'est bon du coup, parce qu'il y a Alexis qui attend, mais on peut continuer sur la dissuasion. Mais du coup, la dissuasion, après, la peine dissuasive, enfin, si on revient un petit peu sur le sujet de la liberté, je pense qu'elle est incompatible avec la thèse du libre arbitre du début. Enfin, pas forcément complètement incompatible, parce que un partisan du libre arbitre, il va accepter peut-être la dimension éducative de la peine, mais c'est pas là-dessus qu'il va se focaliser. Du coup, elle est plutôt compatible avec déterminisme dur, c'est clair, et compatibilisme, c'est clair aussi. Ouais. Je sais pas s'il y a des petits compléments. Si Alexis demande comment les déterministes durs et mous voient les probabilités. Et en fait, ça, c'est une bonne question. Et j'ai fait une grosse partie, enfin pas super développée et tout, mais quand même une grosse partie dans le petit document que je vais vous envoyer. En fait, les déterministes, qu'ils soient durs ou mous, ils voient les probabilités de la même façon. Et comme Laplace le voyait, si vous lisez l'essai sur les probabilités de Laplace, un des premiers, enfin c'est pas le premier parce qu'il y avait Pascal qu'on avait écrit avant, mais c'est un des premiers grands essais sur les probabilités. Pour un déterministe, en fait, les probas, souvent c'est le signe d'un manque de connaissances. C'est-à-dire si tu dis que il y a une probabilité quelconque que quelque chose se produise, ce que tu veux dire, c'est pas que dans le monde, il y a une probabilité objective, c'est-à-dire que à la suite d'un événement, il y a plusieurs événements possibles qui peuvent succéder et puis cette succession, elle va se produire par un hasard, mais pas un hasard, un vrai hasard quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est dans le monde, dans la structure du monde lui-même, il y a une forme de hasard. Ça, les déterministes, ils refusent ça et ils considèrent que la probabilité, c'est une probabilité subjective. C'est-à-dire que quand tu dis que quelque chose est probable, c'est relativement à tes propres connaissances. Par exemple, si je reprends l'exemple du démon de Laplace que nous avait présenté Octave, pour le démon de Laplace, les événements futurs n'en sont pas probables. Enfin, ils ont tous la probabilité 1 en fait. Il connaît tous les événements futurs qui vont se produire. Donc pour lui, en fait, tous les événements futurs, ils sont nécessaires et ils ont tous une probabilité de 1. Ils vont tous se produire
et ils peuvent pas ne pas se produire. Par contre, pour nous qui ne sommes pas des démons de la place, les événements futurs, ils ont une probabilité plus ou moins grande de se produire. Voilà, on a bien vu avec la pandémie et le corona. Par exemple, les Coréens avaient vu qu'il y avait une probabilité forte que ça se produise. Nous, on a mal évalué les probas. Et du coup, les probas, ça évalue en fait la connaissance que tu as d'un événement futur. Et donc, si tu dis, je sais pas, cet événement futur, il est probable et qu'il a une probabilité forte, c'est que tes connaissances te poussent à penser que du coup, il va se produire. Et s'il a une probabilité faible, c'est que tes connaissances te poussent à penser qu'il a une probabilité faible de se produire. Mais ça se trouve, tes connaissances sont fausses et donc du coup, tu te plantes complètement sur le futur. Ce qui est intéressant dans cette question, si je prolonge un petit peu, c'est en sciences sociales. Et si vous allez voir chez Bourdieu, par exemple, qui est déterministe, enfin les gens où on avait parlé, je crois, qui bossent sur les prénoms et tout ça, là, les corrélations classe sociale, réussite à l'école, etc. Eux, ils utilisent souvent et ils essaient de montrer que leur déterminisme, c'est un déterministe statistique, etc. Mais en fait, leur idée, c'est que déterminisme statistique, c'est qu'ils disent quand on dit que telle personne qui est issue de telle classe sociale a une probabilité de temps de finir, je sais pas, de telle profession, etc. Ils disent c'est statistique, donc du coup, on n'est pas certain à 100% que cette personne va aller là, parce qu'il y a des exceptions, etc. Mais là, on voit bien du coup le fait que ce soit lié aux connaissances, parce que si on connaissait plus de détails sur une personne particulière, on pourrait voir, par exemple, on pourrait mieux prédire son futur. Et par exemple, on pourrait prédire quelles personnes vont échapper à leur classe sociale de départ. C'est un truc que les sociologues ils appellent les transclasses. C'est des gens qui parviennent à changer de classe sociale. Et du coup, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à ça. Ils s'intéressent à la question suivante, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne particulière va avoir des chances d'échapper à sa classe sociale de départ. Et ils ont trouvé aussi des facteurs déterminants en fait de ce changement. Et donc du coup, là on s'aperçoit en tout cas, c'est ce que diraient les déterministes, c'est que plus tu as de connaissances en fait, plus tes connaissances, tes prédictions, elles vont se rapprocher plus elles vont être exactes quoi. Et donc les probabilités, elles signent plutôt un défaut de connaissance qu'une connaissance parfaite du monde. Je sais pas si je t'ai répondu, Alexis, mais tu me dis. Oui. Ouais, mais tu vois, les deux c'est la même conception. Donc ça change pas grand-chose. Par contre, il y a une différence entre les deux, et comme ça, je peux poursuivre un petit peu sur le compatibilisme, et ça nous permet, je sais pas si vous avez pigé, du coup, le compatibilisme, là, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y avait deux options. Soit, du coup, vous pouvez agir autrement, soit vous niez que ce soit nécessaire de pouvoir agir autrement pour la responsabilité et la liberté. Mais du coup, il y a une autre façon de défendre le compatibilisme contre le déterminisme dur. Si vous vous rappelez du démon de Laplace, le démon de Laplace, c'est un espèce de dieu qui est extérieur à l'univers, en fait. Et il fait des calculs sur ce qui se passe. Et du coup, il prédit ce qui va se passer. Mais il intervient à jamais dans l'univers. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie lui-même de l'univers. Parce que qu'est-ce qui se passerait s'il faisait lui-même partie de l'univers? Du On coup, créerait des univers différents. ouais, c'est ce qu'il ferait, en fait, ouais. Parce qu'en fait, si par exemple, supposons qu'il fasse une prédiction sur son propre avenir, je sais pas, vous voyez, il dit je peux prédire que demain, du coup, il va se passer ça pour moi. À partir du moment où il a connaissance de ça, il peut changer son avenir. Et le compatibilisme, ils vont attaquer le déterminisme dur, en tout cas l'argument de de Laplace là-dessus. Ils vont dire ouais, ok, le truc de Laplace c'est sympa, mais mais Laplace il suppose que la personne qui fait les prédictions, elle est extérieure à l'univers. Donc effectivement, si vous mettez à l'extérieur de l'univers et si vous supposez ça, vous pouvez prédire tout ce que vous voulez. C'est le principe du déterminisme. Le truc c'est que nous on n'est pas extérieur à l'univers, on est dans l'univers. Et donc le compatibilisme, il dit la chose suivante, il dit c'est notre connaissance du coup du déterminisme qui va nous permettre de mieux nous contrôler et de mieux contrôler les choses autour de nous. Et du coup, si vous arrivez à connaître les rapports de cause à effet, les lois de la nature, etc., vous allez augmenter vos possibilités. Par exemple, je sais pas, au 16e siècle, ils pouvaient pas voler. Aujourd'hui, on connaît mieux les lois de la nature, donc on peut voler avec des objets techniques. Mais après, si vous connaissez mieux aussi, je sais pas, le fonctionnement de votre esprit, je sais pas, même de votre cerveau peut-être, etc. Il y a des choses que vous pouvez contrôler que vous ne pouviez pas contrôler avant. Et donc, du coup, en fait, le déterminisme, la connaissance de soi, la connaissance du monde permet le contrôle. Et plus vous avez une connaissance
importante, plus en fait vous pouvez contrôler vous-même et les choses extérieures. Et donc, du point de vue du compatibilisme, le déterminisme, il n'est pas incompatible avec le contrôle, c'est même lui qui rend possible le contrôle, parce qu'une connaissance du déterminisme, ça vous permet le contrôle. Je sais pas si je suis bien clair là, mais c'est une des idées centrales du compatibilisme. C'est que si on se place, enfin si on se place de notre propre point de vue, ouais, nous, on est des organismes qui nous contrôlons en fait, et on se contrôle par les connaissances qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres et sur la nature. Et plus on a de connaissances, plus on a de contrôle. Du coup, il y a des degrés de liberté qui varient en fonction du contrôle que les personnes peuvent exercer sur elles-mêmes et tout ça, entre autres choses. Et après, un point important aussi, c'est le deuxième point, parce que là, du coup, on s'achemine, si on fait 1 heure, on s'achemine vers la fin, mais c'est la capacité qu'on a à s'approprier nos propres volontés. C'est-à-dire qu'un des compatibilistes, il va dire vous êtes libre. Bon, ok, si vous avez un certain contrôle sur vous-même, et ce contrôle sur vous-même, c'est ce qui vous permet de vous approprier aussi vos volontés. Si je prends 3 cas, par exemple, c'est Frankfurt encore qui définit ces 3 cas. Il y a un drogué qui adore se droguer. Son truc, c'est de prendre de la cam, il aime bien ça et tout ça. Il y a un deuxième, lui, il se drogue, mais il a aucun avis sur s'il faut se droguer ou pas, il est indifférent, il prend de la drogue, quoi. Puis il y en a un troisième, lui, il se drogue, mais il a plus envie de se droguer. Donc il appelle le dernier Jean malgré soi. Donc ce type, il prend de la drogue parce qu'il était déterminé par sa dépendance en fait à la drogue, à la prendre, mais il préférerait ne plus se droguer. Dans ce cas-là, cette personne, on imagine bien qu'elle n'est pas libre, parce que du coup, il y a un désaccord entre ses désirs de base, Francfort il appelle ça ses désirs de premier ordre, et ses désirs de second ordre, ses désirs qui portent sur ses valeurs, sur la personne qu'elle aimerait être et tout ça. C'est-à-dire que ce drogué-là, il aimerait ne plus être un drogué. Le problème, c'est que ses valeurs, ses désirs de valeur, etc., ils ont aucune efficacité sur ses désirs de premier ordre. Je sais pas si je suis clair. Donc, il n'est pas libre. Deuxième cas, c'est le type qui n'a pas d'idée sur s'il faut se droguer ou pas. C'est-à-dire qu'il n'a aucune conception de ce qui devrait être, etc. Francfort, il dit, il n'est pas très libre non plus, parce que pour être libre, il faut vraiment avoir une conception de soi-même et faire en sorte que nos volontés de premier ordre, ce qu'on fait, les actions qu'on choisit et tout ça, elles soient conformes à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Et donc, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous faites de vous-même, grosso modo, le contrôle que vous exercez sur vous-même, il est quasi nul. Vous ressemblez à une sorte d'animal, etc. Et le troisième, on pourrait dire, ouais, mais lui, il est libre parce que du coup, il veut se droguer. Et donc, c'est chouette, il y a 2-3 cas comme ça de gens qui sont drogués pendant toute leur vie, jusqu'au bout, sans se faire d'overdose, etc. Et du coup, là, on pourrait dire, mais il y a un accord entre sa volonté de second ordre et sa volonté de premier ordre. Sauf que Francfort dit, il n'est pas libre non plus, pour une raison simple, c'est que il y a 2 causes à sa volonté de premier ordre de prendre de la drogue. Il y a sa volonté de second ordre, il désire se droguer, ok. Mais il y a surtout une autre cause, c'est la drogue elle-même. Il est dépendant. Et donc, s'il voulait s'arrêter de se droguer, il ne pourrait pas le faire. Vous voyez l'idée ou pas? Il deviendrait un Jean malgré soi, en fait. Il y aurait un désaccord entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être. Et donc, ce qui est important pour être libre, c'est ce que dit Frankfurt, c'est que vos désirs d'action, ils soient vraiment causés par des désirs qui concernent votre personne tout entière, vos valeurs, etc. Et s'ils sont causés uniquement par ça, du coup, vous êtes libre. Alors la question qu'on fait en général, c'est ouais, mais d'où viennent ces désirs de second ordre? Forcément, pour Frankfurt, ils sont déterminés. Mais après, l'idée, c'est pour un compatibiliste, c'est vous êtes d'autant plus libre que le contrôle que vous exercez sur vous-même, il se produit à l'intérieur de votre tête, même si ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, ça vient de l'extérieur. Et donc, du coup, plus vous êtes contrôle sur vous-même qui vient de l'intérieur, plus vous êtes libre. Si je prends un exemple, si la seule chose qui vous dit, c'est la peur du monde, des choses extérieures, vous êtes assez peu libre parce que du coup, ce qui vous guide, c'est des circonstances extérieures. Si par contre, ce qui vous guide, c'est un contrôle interne, par exemple des principes que vous avez, des règles morales, même si elles ont été internalisées par l'éducation, vous êtes plus libre. Je vous mettrai dans le PowerPoint la seconde partie de l'expérience de Milgram. Je sais pas si avec vous on avait vu l'expérience de Milgram. Et du coup, je vous mettrai le jeu de la mort. Il y a des gens qui désobéissent dans le jeu de la mort. Vous savez, cette expérience où on électrocute. Et ils disent précisément que s'ils ont désobéi, c'est pour conformer leurs actions de base à l'idée qu'ils font d'eux-mêmes à leur personnalité. Et dans ce cas-là, on peut considérer qu'ils sont plus libres. Je sais pas si j'ai été clair, parce que vous m'avez pas interrompu et tout. Mais voilà. Donc je vous mettrai ça dans le petit docu que je suis en train de vous faire, et du coup ça fera une petite illustration. Par contre, est-ce qu'on a fait 1000 grammes ou pas? Je me rappelle vraiment Non, on plus. l'a pas fait.
On n'a pas fait même pas le truc de base. Parce que je l'ai fait avec les autres classes, en fait. Parce qu'il y avait des moments. Ouais, bah du coup, je vous mettrai tout ça. Je vous mettrai un petit truc 1000 grammes. Enfin, pour ceux qui connaissent, vous voyez, vous verrez le jeu de la mort, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est vraiment sympa le jeu de la mort. Je vous conseille de le regarder en entier si vous avez le temps, mais bon, comme Julia n'a pas le temps de faire ses exercices de maths, elle aura absolument pas le temps de voir le jeu de la mort en entier. Et puis du coup, il y aura la petite analyse compatibiliste, etc. Je vous mettrai tout ça en petite activité comme ça. Ça va? Ouais. Et ça, à la limite, même si vous n'avez pas envie de faire d'exo de maths, c'est pas trop dur. Ouais, je vois, c'est l'heure. J'allais vous le dire, mais j'attendais la sonnerie, moi. Il n'y a pas de sonnerie. Si. C'est la sonnerie. Il n'y a qu'une Elle sonnerie. a changé. Elle a changé, ouais, ok. Voilà, du coup, je vous envoie tout ça pour jeudi. Enfin, je pense que je voulais vous l'envoyer soit ce soir, soit demain. Normalement, je devrais avoir le temps de finir le petit dossier complet. Et puis jeudi, si vous voulez, on regarde ça. On peut regarder des aspects du cours sur la liberté qu'on n'a pas vu et tout ça. Et si on n'a pas fait 1000 grammes, ce sera peut-être l'occasion d'en parler un peu parce que c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, je trouve moi que c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous laisse. Portez-vous bien. Et si vous avez des questions, vous les laissez sous les miennes, là, il n'y a pas de souci. Ouais. Puis si vous avez des trucs Hello. à envoyer, vous n'hésitez pas et tout ça. Donc bonne journée à vous. Moi, je vais m'occuper de mon Bonne fiston journée. qui galère avec son anglais. Et Dur. ouais, dur, ouais. Bah, il s'est fâché, il s'est énervé et tout. Donc, va falloir faire des formes en anglais, ça va être chaud. Ouais, bon. Voilà. Bon, bonne journée à vous. Bonne Et journée. portez-vous bien. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.